ensuite par les Européens pour créer le calendrier grégorien que nous connaissons, qui fait aussi 365 jours, exactement comme le calendrier africain, mais les mois changent d'un mois à l'autre. Soit c'est 30 jours, soit c'est 31 jours, soit c'est 28 jours, etc. Mais le tout fait exactement 365 jours, comme le calendrier africain. Et donc, contrairement à tout ce qu'on peut vous raconter, eh bien, le calendrier est d'origine africaine par vos ancêtres. C'est pour dire que ce que vos ancêtres ont fait hier, vous pouvez faire encore plus aujourd'hui. Quand on prend les mathématiques, c'est la même chose. Je vais vous raconter comment est-ce que, le théorème que vous connaissez tous, le théorème de Thalès, que chacun de vous peut facilement réciter, eh bien on l'appelle théorème de Thalès. Mais Thalès n'était qu'un élève d'un Africain comme vous. Et comment ce théorème a été connu? Eh bien, Thalès était en formation en Afrique, plus précisément en Égypte, en Alexandrie. Et son maître, qui était un noir, lui a demandé de mesurer la hauteur de la pyramide. Il a estimé que c'était trop compliqué, qu'il ne pouvait pas mesurer une hauteur de près de 200 mètres comme ça. Il montait sur la pyramide mesurée. Pour lui, c'était impossible. Et il lui a dit, puisque vous ne pouvez pas mesurer la hauteur de la pyramide, mesurez votre propre hauteur. Il a mesuré son hauteur, disons sa taille. Mesurez votre ombre projetée sur le sol. Il a mesuré son ombre. Et il a trouvé que son ombre était 2 fois plus petit que sa taille. Il dit, mesure l'ombre de la pyramide. Il a mesuré l'ombre de la pyramide. Il dit, multiplie par 2 et vous aurez la hauteur de la pyramide. Voilà l'origine de Thalès. Eh bien, quand Thalès est reparti en Grèce, il a dit théorème de Thalès. Non, ce n'est pas le théorème de Thalès, c'est le théorème de vos ancêtres. Et ces exemples, je peux en donner. C'est comme ce qu'on a appelé le théorème d'Archimède. Mais enfin, Archimède n'a rien inventé. Les Égyptiens, vos ancêtres, connaissaient le théorème d'Archimède et c'est ça qui a permis de fabriquer les premiers bateaux, les premières pirogues. C'est eux qui ont inventé le théorème d'Archimède. Et donc, on peut vous citer, et ceci se retrouve dans ce qu'on appelle le papyrus qui est aujourd'hui à Moscou. Ce papyrus-là contient les formules mathématiques, les premières formules mathématiques qu'on puisse trouver à travers le monde. Et ça a été écrit en hiéroglyphes. C'est pour dire que même l'écriture qu'on nous dénie, eh bien l'écriture a été inventée d'abord par les Africains, en commençant par la peinture, puisque l'écriture n'est rien d'autre qu'une représentation de l'idée. Et donc la peinture permettait de représenter une idée, de représenter les choses qui existent sur Terre, les êtres qui existent sur Terre, imaginaires comme non imaginaires. C'est là l'origine de l'écriture. Et donc de la peinture, on est passé à la sculpture. Et de la sculpture, on est passé à l'écriture qui a commencé par les idéogrammes. Et c'est à partir des idéogrammes que les Égyptiens progressivement sont arrivés aux hiéroglyphes. Et donc le hiéroglyphe a été la première écriture du monde, ça a été inventé par vos ancêtres. Et donc, quand on voit tout ceci, eh bien, on se rend compte que beaucoup d'inventions ont été faites par les Africains, à commencer ne serait-ce que par le tissu que vous portez. Allez-y, et jusqu'à aujourd'hui, même dans les villages, ces techniques qui ont été inventées pour traiter le tissu existent encore dans nos villages. Quand il n'y avait pas d'usine, c'était les seules technologies qui existaient dans le monde et c'était ces technologies-là qui se sont répandues à travers le monde entier. Et aujourd'hui, cette technique-là continue d'exister.
Vous allez dans nos campagnes, vous trouverez toujours cette technique-là. C'est comme toute la technologie qui permet de produire de la musique. Je ne parlerai pas des tam-tams qui ont été inventés, etc., etc., et même des chaussures. Et plus les Africains se sont illustrés à travers la création des pyramides, dont le maître à penser s'appelait Imhotep, qui est un de vos ancêtres. Eh bien, c'est Imhotep, ce premier ingénieur du monde, je dis bien le premier ingénieur du monde qui a fait preuve d'un grand génie en créant les pyramides. Ces œuvres continuent d'exister jusqu'aujourd'hui. Pyramides créées 2700 ans avant Jésus-Christ, au moment où l'Europe n'était qu'un bloc de glace. Donc ça ne pouvait pas venir d'Europe. Ça ne pouvait pas venir d'Asie. Ça ne pouvait que sortir de la tête et du cerveau de vos ancêtres. Et donc c'est vos ancêtres qui ont créé la pyramide. Et c'est vos ancêtres qui ont permis donc de créer toute la géométrie qui ont permis de construire cette pyramide-là. Donc ne parlons pas de trigonométrie, ne parlons pas d'arithmétique, ne parlons pas... Et tous ces éléments ont permis de construire la pyramide. Quittons le domaine de la pyramide, allons-y uniquement dans le domaine de la médecine. Jusqu'à aujourd'hui, eh bien, la médecine africaine survit au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais cette médecine-là, c'est ça, c'est la seule médecine qui existait au monde avant la médecine moderne. Et c'est ça qui s'est répandu dans le monde entier par la maîtrise de la connaissance de l'anatomie, des maladies et des médicaments. Ceci est encore inscrit dans des papyrus qui existent aujourd'hui en Allemagne. Et donc tous ces papyrus-là existent encore, mais évidemment vous n'avez pas accès, puisque en 1899, quand Napoléon a envahi l'Égypte, et ils ont lié tous ces éléments, ils sont partis stocker en Europe. Et donc votre histoire a été volée, votre histoire a été pliée, pour vous faire comprendre tout simplement que vous n'avez pas d'histoire, alors que vous êtes les créateurs de l'histoire. Il est important de le savoir. Mais si je fais ce rappel historique, eh bien c'est pour que vous remettez en mémoire votre capacité et votre vie créateur. Et pour que les Africains se débarrassent du complexe d'infériorité, de choses. Est-ce que ici vous entendez? Bien, allez-moi saluer le chef. Et donc nous allons continuer. On peut donc décomposer l'histoire de la science et de la technique en Afrique en trois grandes phases. La première phase, c'était la phase Je retourne vers les baffes. La science. Vous n'allez pas voir le conférencier, mais vous allez et cette phase-là, entendre. l'Afrique était le berceau des sciences et des techniques, et l'Afrique était l'université où les autres venaient apprendre. Cette phase-là, eh bien, elle a continué jusqu'à ce que non seulement l'Afrique envahisse l'Europe, parce que ça aussi, c'est pas connu. Sachez que l'Afrique, à un moment donné de son histoire, avec les fameux Almoravides, ont envahi l'Europe et ont enseigné la science et la technique aux Européens. Avant d'être reconquis, ce qu'on appelait la période de Reconquista,
Et cette période de Reconquista est allée jusqu'au XVe siècle. Et c'est là, la Reconquista a conduit à la période la plus sombre de l'histoire de l'Afrique, c'est-à-dire la période de l'esclavage, où tous les scientifiques et les techniciens africains ont été extraits de leur sol, déportés pour produire sur les autres sols ce qu'ils avaient l'habitude de produire sur leur propre sol, parce que les autres n'avaient pas la science et la technique nécessaires pour le faire. Mais pour mieux duper nos peuples, on les a transformés en esclaves pour les obliger à produire ce qu'ils savent faire. En réalité, c'était un transfert de technologie qui ne disait pas son nom. C'était un transfert de sciences et de techniques qui ne disait pas son nom. Eh bien, ces scientifiques et ces techniciens ont été déportés en Amérique, ont donné tout leur savoir à ceux qui les ont déportés. Et voilà comment l'Afrique a perdu son trophée scientifique et technique et l'Europe a pris le dessus. Et donc, la période sombre de l'Afrique correspondait à une période non seulement de transfert de technologie, mais de transfert de richesses scientifiques, techniques et culturelles de l'Afrique vers l'Europe. Et donc ce transfert de technologie forcé, parce que ce n'était pas volontaire, c'était une obligation, puisqu'il y avait la supériorité militaire qui obligeait l'Africain à céder leur savoir et leur savoir-faire. Et c'est ce qui a permis à l'Européen, à l'Europe, de prendre le dessus. Et donc cette période-là, où l'Afrique s'éclipse, l'Europe se lève et s'approprie le flambeau de la science et de la technique. Cette période-là, c'est la période la plus sombre de l'histoire de notre continent, où on nous a fait croire qu'on vivait dans les arbres, on ne savait pas construire des maisons, où on nous a fait croire qu'on se soignait par la magie et qu'on ne connaissait pas la médecine, et qu'on nous a fait croire qu'on était nus et qu'on ne savait pas fabriquer des tissus, et qu'on nous a fait croire qu'on était pieds nus et qu'on ne savait pas fabriquer des chaussures, alors que les chaussures que portent vos parents ici présents datent de près de 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est eux qui l'ont inventé. Et les pagnes qu'ils portent, c'est les Africains qui l'ont inventé. Regardez un peu l'élégance de ces chapeaux, c'est l'œuvre des Africains. Regardez un peu l'or qui est sur ce chapeau, c'est l'œuvre des Africains. Donc ils ont fait preuve et les témoignages sont là. C'est vivant, c'est factuel et c'est actuel, et cela depuis près de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et donc si on vous dit que l'Afrique ne connaissait ni science ni technique, prenez des photos et montrez qui a découvert cette science et cette technique qui est chichement drapée par nos chefs traditionnels ici présents. C'est eux qui l'ont inventé. Si on vous dit que l'Afrique ne connaît pas l'écriture, prenez un seul élément de ce qui entoure ces chapeaux, vous verrez que c'est des symboles, c'est des écritures, c'est des manières d'exprimer une pensée, d'exprimer une phrase. C'est ça l'origine de l'écriture, et il le porte fièrement. Passons maintenant à l'époque post-esclavagiste, post-coloniale, qui a été la période sombre où on a effacé de nos mémoires l'histoire de nos ancêtres, et même les noms des ancêtres qui ont découvert ces sciences et des techniques ont été changés par ceux qui les ont pris par la force et ont mis leur nom sur des découvertes dont vous êtes, vos ancêtres en sont les propriétaires. Voilà cette période-là. Et donc, à partir des années 60, eh bien, c'est la période des indépendances, c'est la période de création des premières universités modernes. Ça ne veut pas dire que les universités n'existaient pas avant cette période-là. C'est tout simplement des universités occidentales qu'on a créées. Mais l'Afrique avait ses propres universités et ses propres bois sacrés où les sciences les plus avancées s'enseignaient.
Et donc les premiers laboratoires modernes ont commencé à se développer à partir des années 60. Et depuis ces années-là, l'Afrique s'est lancée dans une aventure scientifique et technique avec la création des laboratoires, des universités. Et chaque année, les Africains présentent des thèses, des mémoires de fin d'études à travers le monde entier. Chaque thèse est une découverte, chaque thèse est une invention, chaque thèse est une création de l'esprit des Africains. Malheureusement, nous n'avons pas toute la chaîne de valorisation des résultats de recherche. D'abord, le système moderne, lorsque vous inventez quelque chose, il faut que ça soit validé. Et les instances de validation, c'est ce qu'on appelle les académies des sciences. Eh bien, c'est maintenant qu'on vient d'avoir une académie des sciences qui n'a pas encore pris véritablement l'ensemble de ses missions en charge. C'est pour dire qu'aujourd'hui, si vous inventez quelque chose, il faut publier dans un journal international qui possède une commission scientifique pour valider votre publication. Mais dès lors que vous faites, vous perdez le secret de votre découverte et donc vous le cédez, votre découverte, à quelqu'un qui n'a rien inventé et qui s'en approprie. Voilà la situation à laquelle nous vivons. Ça veut dire qu'il nous faut des académies des sciences pour valider, parce que l'Académie des sciences, c'est un peu comme le Parlement. Vous pouvez vous amuser à inventer n'importe quelle loi, mais tant que le Parlement n'a pas voté, eh bien cette loi-là n'est pas applicable à l'ensemble des citoyens. L'Académie des sciences, c'est le Parlement des scientifiques et des techniciens. C'est quand une découverte est validée par l'Académie des sciences que ça s'impose comme valeur scientifique et technique pour toutes les entreprises et toutes les entités qui y vivent. Vous n'avez plus besoin d'aller convaincre quelqu'un que vous avez découvert quelque chose. Vous avez découvert, mais l'instance a validé et ça s'impose comme produit de recherche et d'innovation. Le deuxième élément, c'est le brevet. C'est le bureau des brevets d'invention. Lorsque vous avez inventé quelque chose, il faut pouvoir l'enregistrer, le breveter. C'est maintenant qu'on a un bureau de brevet en Côte d'Ivoire. Et donc, je vous encourage, chers jeunes, vous découvrez chaque jour à travers vos mémoires de fin d'études et même vos travaux de stage, vous faites des découvertes chaque jour. Prenez le soin, chaque fois que vous sentez que vous avez découvert quelque chose de nouveau, d'aller l'enregistrer au bureau des brevets pour que vous soyez titulaire et propriétaire de votre invention. Faites-le. Le talent d'invention, c'est entre 18 et 40 ans. Et donc, c'est maintenant que vous êtes des inventeurs. Mais vous inventez tellement que vous avez l'impression que c'est un jeu d'enfant. Non, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est un jeu d'adulte. Prenez au sérieux et allez enregistrer vos inventions. C'est la totalité des brevets inventés dans un pays qui fait la force scientifique et technique d'un pays. À côté des bureaux d'invention, vous avez ce qu'on appelle les parcs d'exposition et les publications. C'est la deuxième phase de valorisation des produits de recherche en matière d'invention. Et le dernier stade, c'est les technopoles, les parcs technologiques qui permettent de prendre un produit inventé et de l'industrialiser, c'est-à-dire produire en masse pour la consommation de la population. Et donc c'est l'ensemble de ces chaînes-là qui permet de créer dans un pays ce qu'on appelle l'industrie scientifique, technique et industrielle. Mais nous avons en Afrique un réservoir énorme d'inventions. C'est nos traditions, c'est notre culture. Parce que l'Afrique traditionnelle insérait ses connaissances scientifiques et techniques dans des formules métaphysiques qu'on ne comprend pas toujours, dans des formules magiques et des méthodes magiques qu'on ne comprend pas du tout,
Et ces anciennes méthodes de conservation du savoir constituent des mines. Il faut extraire de cette mine-là les éléments scientifiques et techniques nécessaires qui permettront d'enrichir notre patrimoine scientifique et technique. Donc le premier réservoir de découvertes scientifiques et techniques, c'est notre propre culture, c'est nos propres traditions. Le deuxième réservoir, c'est tout ce que nous consommons et que nous importons. L'Afrique est le seul continent où on a toutes les matières premières qui permettent de produire tout ce que nous importons. Sachez que l'homme est né en Afrique. Il n'y a aucune machine au monde qui dépasse la complexité humaine. Mais parce que tous les éléments permettant de créer l'homme existaient d'abord en Afrique. Et c'est l'homme africain qui a migré à travers le monde et qui a changé de couleur selon les climats des autres pays. Et cette migration de ce qu'on appelle l'Homo sapiens a commencé 150 000 ans avant Jésus-Christ et s'est terminé 16 000 ans avant Jésus-Christ en Amérique. Donc c'est les mêmes hommes qui ont parcouru le monde entier à l'époque du nomadisme où l'homme ne vivait que de la chasse et de la cueillette. Donc l'Afrique contient tous les matériaux nécessaires pour produire tout ce dont nous importons aujourd'hui. Les matériaux les plus complexes et les plus inimaginables qui n'existent qu'en Afrique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comme on nous a fait croire qu'on n'est pas capable de sciences et de techniques, eh bien, on s'est complexé. Et nos matières premières sortent de l'Afrique d'une manière brute, vont dans les laboratoires, dans les industries occidentales, sont transformées et reviennent d'une manière méconnaissable sous forme de véhicules, d'ordinateurs, d'appareils, de ventilateurs, d'ampoules. Tout ce que nous voyons ici, lorsque vous regardez, depuis le ventilateur qui tourne, l'ampoule jusqu'aux caméras qui nous photographient, eh bien, rien n'est produit en Afrique. Or, tout ce qui permet de produire ça, ces éléments, viennent de l'Afrique. Qu'est-ce qui nous manque? La science et la technique moderne et les usines nécessaires pour produire cette science et cette technique d'une manière adaptée. Parce qu'on vous fait croire que la science et la technique, c'est universel, donc vous n'avez pas besoin de vous fatiguer, il suffit d'importer ce que les autres ont découvert. Mais les normes européennes ne sont pas les mêmes normes qui sont appliquées en Amérique. Les normes américaines ne sont pas les mêmes normes qui sont appliquées en Asie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le produit technique s'adapte à son environnement. Et lorsque vous n'avez pas adapté le produit à son environnement, vous réduisez sa durée de vie. Voilà pourquoi souvent on construit des routes aux normes françaises qui, au lieu de faire 15 ans, ne font souvent que 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. C'est pour dire tout simplement que ce n'est pas aux normes. Voilà pourquoi vous achetez des appareils qui sont supposés durer 1 année. Après 1 mois, c'est inutilisable. Mais ce ne sont pas les mêmes conditions de température et de pression. Enfin, vous êtes là, vous êtes mieux placé pour savoir que c'est les conditions climatiques de température et de pression qui permettent de contextualiser et produire des recherches. Donc, nous avons besoin de produire sur place tout ce que nous importons. Mais pour le faire, il n'y a que les talents scientifiques et techniques que vous êtes qui soient capables de le faire. Donc vous avez une lourde responsabilité. Cette responsabilité est d'autant plus lourde que c'est vous qui maîtrisez cette science et cette technique-là. Et c'est vous qui devez industrialiser. Mais il ne suffit pas d'avoir la science et la technique. Il faut avoir les finances. Eh bien, aujourd'hui, les finances existent de par le monde. Nous avons des grands financiers à travers le monde qui sont des Africains, qui sont capables de faire de l'ingénierie financière pour que l'Afrique s'industrialise.
Nous avons donc des compétences scientifiques, techniques, des compétences financières, mais nous avons besoin de se repartir la tâche sur tout le continent africain. C'est là le deuxième élément le plus important. Lorsque vous prenez un portable comme ça, vous avez à peu près une centaine de pièces détachées qui permettent de réaliser ce petit portable. Lorsque vous avez un véhicule, vous avez à peu près 1000 pièces détachées qui permettent de réaliser un véhicule. Lorsque vous avez un avion, vous avez à peu près 3000 pièces détachées. 3000. Déjà, si chacun de vous se spécialise dans une seule pièce détachée, demain, nous sommes capables de les rassembler et de produire des avions. Si parmi vous, 100 personnes se spécialisent dans les pièces détachées des portables, demain, nous sommes capables de produire des portables ici, parce que nous avons des spécialistes. Si demain, chacun de vous se spécialise, ne serait-ce que dans une pièce détachée des véhicules, nous serons capables de monter des véhicules à l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro. Voilà votre devoir, en tant qu'élève et étudiant, de maîtriser, non seulement d'une manière globale, la science et la technique, mais de vous spécialiser. La spécialisation permet de développer son talent jusqu'à son stade ultime pour être non seulement meilleur, mais meilleur des meilleurs et meilleur des meilleurs des meilleurs, pour être un génie dans votre propre domaine. L'Afrique a besoin de génies, parce que les génies sont avant tout africains. Et donc, ce à quoi nous vous invitons, c'est d'être des génies de demain. Et l'un des éléments clés que vous devez en prendre conscience, c'est que chaque année, tout ce que nous importons, nous sommes capables de les produire sur place en Afrique avec les matières premières dont nous avons. C'est un élément. Mieux, l'Europe a atteint un niveau de développement scientifique et technique tel que même les nouvelles inventions qu'ils font restent dans les laboratoires parce que les mettre sur le marché demandent non seulement de désinvestir ce qui existe, mais de réinvestir. Ça coûte 2 fois plus cher. Pour l'illustrer, je vais vous donner un seul exemple. Vous savez, les photos numériques dont on maîtrise aujourd'hui, les photos numériques ont été inventées par l'entreprise américaine qu'on appelle Kodak. Pour les plus âgés, bon, les jeunes ne connaissent même plus ça. Les films, les photos où on prenait des photos, on allait pour laver avant d'avoir l'image. C'est trop compliqué pour vous. Et je suis certain que beaucoup d'entre vous ne savent même pas que ça existait à cette époque-là. Mais à notre temps, il fallait quelqu'un qui vienne, qui se positionne, qui vous prend la photo. Vous ne voyez pas l'image tout de suite. Hein. On envoie au laboratoire, on le développe avant que ça n'apparaisse sur une feuille. Et c'est maintenant que vous avez votre photo. Et avant, on ne pouvait même pas le faire en Afrique. Il fallait envoyer, quand vous avez fini de faire votre photo, mettre dans une enveloppe, envoyer en Europe, on développe et puis on vous envoie. Voilà d'où nous venons. Jusqu'à ce que Kodak invente les photos numériques. Où instantanément, lorsque vous prenez la photo, eh bien l'image apparaît. C'était une révolution. Mais Kodak existait partout dans le monde entier. Pour introduire la photo numérique, il fallait qu'il se débarrasse de tous ces équipements dans le monde entier, ce qui coûtait très cher, parce que lorsque vous voulez les débarrasser, non seulement il faut licencier les travailleurs, il faut payer leur indemnité, et il faut pouvoir enlever, c'est-à-dire démonter tous ces équipements-là et les amener ailleurs. Ça coûte très cher. En plus, il faut investir encore pour créer des unités de photos numériques. Ça coûtait 2 fois plus cher. Donc, face
à cette incapacité de désinvestir et d'investir, le brevet d'invention a été récupéré par les Japonais, par l'entreprise Sony, et Sony a développé la photo numérique et le pouvoir de créer et d'inventer est passé des États-Unis au Japon. Le Japon a pris le soin de vouloir faire le saut technologique, c'est-à-dire faire ce qui n'existait pas, mais qui était présent dans les laboratoires et en faire une usine qui produit pour le monde entier. Et les Japonais ont damé le pion aux Américains sur ce segment-là. Voilà l'origine de la photo numérique et voilà comment le saut technologique n'a pas été possible en Amérique, mais ça a été possible au Japon. Nous pouvons faire ce saut technologique. Il y a beaucoup de découvertes que vos parents, les Africains, font dans les laboratoires occidentaux, parce que nous tous on étudie là-bas, et ces résultats de recherche sont à la pointe, au-delà de ce qui existe. L'Afrique est vierge, donc nous n'avons pas l'obstacle de désinvestir. Nous pouvons tout simplement prendre ces technologies avancées, les industrialiser et vendre dans le monde entier et développer les laboratoires et les écoles nécessaires pour former des jeunes gens à ces technologies et les laboratoires pour innover, améliorer, les adapter pour que ça puisse être utilisé en Afrique et partout dans le monde. Donc cet esprit de saut technologique doit vous habiter pour que demain vous ne pensez pas petit. Parce que souvent on a l'impression que comme on est un pays sous-développé, tout ce qu'on fait, ça doit être sous-développé. C'est-à-dire en dessous de ce que fait l'Occident ou les Amériques. Mais souvent aussi, ce n'est pas de votre faute. C'est la faute de nos responsables qui décident. Parce que lorsque même vous faites une invention, que vous dites, bon ça, donnez-moi de l'argent, je vais industrialiser, ils vont vous poser la question, mais c'est où ça a été fait? Vous dites non, ben je l'ai inventé. Le doute s'installe parce qu'on ne connaît pas en africain la capacité d'inventer. Or, je viens de vous démontrer que pendant 4000 ans, les inventeurs étaient des Africains. C'est pour dire qu'il faut qu'on commence par avoir confiance en nous-mêmes pour industrialiser ce que nous inventons. Et ce saut-là, vous pouvez le faire. Et c'est en faisant ce saut technologique que nous allons retrouver notre capacité de production scientifique et technique que nous avions perdue lorsque nous avons traversé la période sombre de l'esclavage et de la colonisation. Et donc si demain l'Afrique doit être le leader, doit redevenir, je ne dis pas être, doit redevenir, et elle le peut, parce que c'est ici que se trouve le plus gros potentiel, non seulement de matières premières, mais de produits culturels non encore exploités. Et donc si demain nous devons être les leaders dans le domaine de la science, de la technique et du développement, nous devons être capables de faire ce saut technologique-là pour produire sur le sol africain tout ce que nous importons aujourd'hui, afin d'être de plus en plus indépendants, de plus en plus souverains, et que ce soit les autres qui dépendent de nous et non l'inverse. Ce saut technologique-là, eh bien, nous pouvons le faire. Et je vous invite à cela, à vous de passer. C'est pour ça que je souhaite que les talents que vous êtes, les meilleurs que vous êtes, vous soyez demain les meilleurs des meilleurs. Et réussir à faire le saut technologique nécessaire pour qu'on puisse industrialiser l'Afrique en étant à la pointe de la science et de la technique. Nous ne devons pas faire une industrialisation au rabais. Donc, pour vous permettre de poser des questions, chers jeunes, chers talents, je vais m'arrêter là et vous citer cette phrase du professeur Joseph Kidako qui disait que l'Africain sera. Ça veut dire que vous créez.
disais, l'Afrique trouvera en son sein des hommes et des femmes capables de libérer leur vertu héroïque. Moi, je dirais des créateurs politiques. Donc, demain, responsable de son destin. Et nous pouvons se comparer et diriger par l'esclavage et la colonisation de l'Ouest. Disons merci à M. le ministre pour son propos liminaire sur le thème qu'il a savamment réorienté. Et donc, l'heure est maintenant venue pour Je vais prendre la toute première question d'abord. Je vais prendre la toute première question. Il n'a pas écrit, donc on est obligé de Nous reproduire. allons prendre une première série de 5 questions auxquelles le ministre répondra. Et puis nous ferons d'autres séries, bien sûr, en tenant compte de la 5 questions. Donc, vous levez la main de là où vous êtes et on vous apporte le micro. Vous vous présentez, que vous soyez un professionnel, un élève, soit au lycée ou en supérieur, vous vous présentez et vous posez votre question. Et ici, je vais assurer la modération. Je vais demander à Maria de venir avec vous. Vous levez la main pour qu'on vous voit. Je vois une main dans le fond. Ensuite, une autre ici, ça fait 2. On va s'arrêter à 5. Troisième là. Quatrième ici. Et puis la dernière personne là. On va écouter les 5 questions des étudiants. Bonjour Monsieur le ministre, moi j'ai un élève africain, noir, ivoirien, Konadé Nouveau, en classe de terminale C au lycée scientifique. Ma question est la suivante. Une décolonisation des esprits est-elle possible en Afrique au XXIe siècle? Posez pour vous au lieu de faire du bruit. Mariam. Je tiens à remercier le ministre pour cette présentation que vous avez faite. Ma question est la suivante. Vous avez parlé des bureaux de brevet en Côte d'Ivoire et je voudrais savoir où sont situés précisément les bureaux de brevet en Côte d'Ivoire. Je me nomme Padre Bonjour Corneille, il est en TDV au lycée Saint-Supérieur. Moi, c'est Titi Georges Séphraïm. Je suis élève au lycée scientifique en classe de TC4. Vous avez mentionné au début de votre discours que toutes les innovations scientifiques sont au profit de l'Occident, du fait des nombreuses procédures pour les exposer. J'aimerais savoir pourquoi demander l'autorisation à l'Occident pour mettre en lumière notre progrès si notre pays est indépendant. Oui, monsieur le ministre. Moi, je réponds au nom de Fanny Babadou, élève en classe de terminale C1 au lycée scientifique de Yansoukou. Ma question est la suivante. Comment nos ancêtres africains arrivent à transmettre leur message aux Européens tout en sachant qu'ils ne parlent pas la même langue?
Je dis comme nos connaissances sont allées en Europe alors qu'on ne parle pas la même langue avec les Européens. Je me nomme Fanny Mamadou, élève en classe de terminale C1 au lycée scientifique de Yamoussoukro. Ma question est la suivante. Comment nos ancêtres africains arrivaient-ils à transmettre leur savoir aux Européens tout en sachant qu'ils ne parlent pas la même langue? Ils viennent, ils apprennent la langue d'abord. Est-ce qu'on ne va pas étudier en Allemagne? Bonjour Monsieur le Ministre, moi c'est Léon Boussédou Delphin, classe de terminale au lycée scientifique. Ok. Ce qui paraît, après l'acquisition du bac, il y a des élèves, après avoir eu de bonnes mentions, qui vont en Europe. Et on constate qu'après leur étude en Europe, ces élèves ne reviennent plus travailler pour l'Afrique. Et avec ça, est-ce que nous pouvons les développer scientifiquement et technologiquement? C'est fini, non? Nous avons notre première série de questions. Donc, la première, c'est est-ce que Bien. On sent vraiment qu'on a Yamoussoukro. Les questions sont précises et pertinentes. Tu as coupé pour le On a l'impression d'avoir des problèmes mathématiques. Et cela est encourageant. Où se situe le bureau des brevets? Le bureau des brevets de Côte d'Ivoire se trouve au ministère de l'Industrie. Et c'est là que se trouve le bureau des brevets. Donc si vous allez au ministère de l'Industrie, ils vont vous indiquer exactement où se trouve le bureau des brevets. Lorsque c'est enregistré au bureau des brevets, il faut savoir que l'instance de validation et d'enregistrement officiel pour tout le continent africain, c'est le bureau des brevets de Yaoundé, au Cameroun, et c'est là-bas que se trouve, qu'on donne des numéros qui sont des numéros qui sont de référence internationale et qui permettent de vous délivrer le brevet que vous déposez. Et j'avoue que je vous encourage, parce que vous inventez beaucoup, mais vous ne savez même pas que c'est des inventions que vous ne brevetez pas. Je vous encourage à le faire et vous allez voir que le niveau des découvertes va augmenter.